Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, une émission préparée comme chaque jour par Julie Gacon, Céline Leclerc, Fanny Richer, Sassa Maquet, réalisée par Jean-Christophe Francis. À la prise de son ce soir, Jean-Guilain Mège. À celles et ceux qui, par négligence ou manque de temps, n'auraient pas encore succombé au charme proprement révolutionnaire de l'iPhone 5, nous nous permettons ce soir d'adresser cet amical conseil. Attendez encore un peu, quelques mois seulement, pour être enfin possesseur de l'iPhone 6, lequel sera plus léger, plus puissant et toujours aussi peu compatible avec les versions précédentes, à moins que vous ne préfériez prolonger l'attente d'une poignée d'années supplémentaires pour profiter de l'iPhone 10. Car ainsi va la vie depuis qu'Apple nous prend pour des pommes. Les produits d'une même gamme se succèdent à vitesse grand V, la marque misant sur l'addiction de ses fidèles pour engranger de jolis profits. Un phénomène qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler l'obsolescence programmée. Alors de quoi s'agit-il ? D'une manipulation des produits manufacturés visant à les rendre plus vite inutilisables. La durée de vie d'un ordinateur, par exemple, serait décidée dès sa fabrication, de façon à ce que celui-ci tombe en panne rapidement après l'expiration de la période de garantie. L'obsolescence programmée serait même encore plus pernicieuse dans la mesure où elle inciterait le consommateur à changer son matériel avant même que celui-ci ne devienne défectueux. Alors quelles sont les conséquences de cette pratique ? Et d'ailleurs, existe-t-elle vraiment ou bien s'agit-il d'un mythe ? L'iPhone de nos grands-mères était-il vraiment plus solide ? C'est notre sujet du jour. Et ils seront deux ce soir pour tenter de répondre à cette question, à commencer par vous, Serge Latouche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, professeur émérite d'économie à l'université de Paris 11 Orsay, objecteur de croissance. Je ne citerai que le plus fameux sans doute de vos ouvrages publiés chez Fayard, Le pari de la décroissance. Et vous publiez ces jours-ci, cette fois aux éditions des Liens qui libèrent, Bon pour la casse, les déraisons de l'obsolescence programmée. Pour vous apporter un peu de contradiction ce soir, Alexandre Delegue, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Rennes, à France Bleu Armorique, dans les studios, donc en duplex. Vous êtes vous aussi économiste, vous enseignez à l'école militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan. Vous animez par ailleurs le blog Éconoclaste et sur ce blog, vous aviez publié, il y a quelques mois de cela, une tribune après la diffusion sur Arte d'un documentaire intitulé Prêt à jeter, documentaire d'ailleurs qui est cité au début de l'ouvrage de Serge Latouche. Et à l'époque, vous aviez dit, vous écriviez en tout cas, Alexandre Delegue, pardon, faut pas que je vous confonde tout de même, que ce documentaire était parfois hilarant de bêtises, parfois nauséabond de complotisme, en tout cas jamais informatif. Alors vous avez lu le livre de Serge Latouche, on verra bien si vous pensez la même chose ou pas de son ouvrage. Mais j'aimerais commencer cette émission, une fois n'est pas coutume, par une page de publicité. Petite page de pub, et comme on n'a pas l'habitude, forcément, ça met un petit peu de temps à démarrer. Vous voyez, la pub sur France Culture, hein, c'est pas si fréquent que ça. Alors, est-ce que nous avons de la pub ou est-ce que nous n'avons pas le droit ? Non, pas de publicité. Si, il me fait ton signe. Voilà, c'est parti. Les assiettes Corel sont jolies comme des fleurs. Mais contrairement à la plupart des fleurs qui s'ébrèchent facilement, les assiettes Corel ne s'ébrèchent jamais. C'est étonnant, mais c'est garanti. Voilà, les assiettes Corel qui ne s'ébrèchent jamais, c'était une publicité de la fin des années 70. Bon, alors j'ai un petit peu raté mon effet de surprise, hein, désolé Serge Latouche, mais simplement on avait envie de diffuser cette pub pour savoir si vous considérez que voilà, cet argumentaire de vente, la solidité avant tout, ça appartenait définitivement, selon vous, à une autre époque. Ah oui, ça, sur ce plan-là, je crois que il n'y a pas de discussion possible. Je crois que, effectivement, d'ailleurs, aucun vendeur maintenant ne joue sur l'idée d'un bien durable qu'on va garder toute sa vie, voire transmettre à ses enfants. Alexandre Delegue, vous partagez ce point de vue, la durabilité, la solidité, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Il y a pas plus d'exemples. C'est exactement l'inverse. C'est toujours. Alors, il faut nuancer puisque ça dépend un petit peu des produits.
Mais dans l'ensemble, il y a toute une série de produits pour lesquels la durée de vie aujourd'hui est bien plus grande qu'elle ne l'était auparavant. Et il y a toute une série de produits pour lesquels on vous met comme principal argument de vente la durée de vie. Il y a une certaine marque de piles qui fait toute sa carrière pendant un siècle avec un lapin qui dure très longtemps. Et je crois bien qu'elle fait toujours sa carrière de publicité avec ce lapin qui dure très longtemps. Vous parlez, Alexandre Delegue, d'un biais de perception. Qu'est-ce que ça veut dire, le biais de perception, par rapport à cette question-là, justement? Alors, il y a deux aspects de ce biais de perception. Il y a un premier aspect qui est ce qu'on appelle le biais de survie. C'est-à-dire qu'il vous est peut-être arrivé de rencontrer un frigo des années 50. Pour ma part, je connais un frigo des années 50 qui est resté chez mes parents et ma grand-mère pendant très longtemps et qui fonctionnait toujours après, enfin qui d'ailleurs peut-être même fonctionne toujours. Mais donc forcément, on peut voir des objets qui ont survécu très longtemps, des objets anciens qui ont survécu très longtemps. Par contre, on ne voit pas tous les objets anciens qui n'ont pas survécu par définition, puisqu'ils ont tous fini à la casse. Donc on a un biais de survie, on a l'impression que les choses d'avant sont solides, puisque les seules choses d'avant qu'on voit, c'est celles qui ont survécu. Ça, c'est le premier biais. Puis il y a un deuxième biais très simple, qui est le fait qu'on est un peu des enfants gâtés. Et en tant qu'enfant gâté, on est habitué à ce que tout marche, tout fonctionne, tout se passe très bien. Il n'y a rien de plus agaçant que d'avoir un téléphone qui ne marche plus, une voiture qui ne démarre pas, parce que ce sont des choses qui sont tellement exceptionnelles dans nos modes de vie d'aujourd'hui, ces désagréments nous paraissent insupportables et donc on s'en souvient. On ne pense pas à toutes ces choses qui fonctionnent parce que ça nous paraît entièrement naturel. Par contre, le jour où notre téléphone portable ne fonctionne plus, on a l'impression que le ciel nous est tombé sur la tête. Et c'est pour ça qu'on est très sensibilisé à ces questions de panne d'objets et on a l'impression tout de suite que ça doit vraiment être un problème causé par une quelconque force extérieure. Serge Latouche, quand on dit que les objets d'avant étaient plus solides qu'aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de succomber à une forme de nostalgie sur l'air de toute manière, c'était mieux avant? Certainement que pour certains, il y a une part de nostalgie. Mais je ne partage pas l'opinion de M. Delegue, en ce sens que le système lui-même, enfin les producteurs eux-mêmes, ont mis en avant comme argument qu'il n'y avait plus besoin de faire du durable parce qu'il y a eu la mode du jetable. Alors, le jetable, ça vient en deux vagues. Ça vient une première vague à la fin du 19e siècle. Les premiers objets jetables, c'est des objets comme les cols et les manchettes de chemise en papier aux États-Unis. Quand même, dans les années 1872, déjà 150 millions. Donc, la chemise qui était conçue comme un objet durable, etc., devient jetable. Puis, le fameux rasoir jetable, 1895, avec King Kong Gillette qui laisse, et on développe la mode du jetable. Donc là, ça s'est développé de plus en plus. Alors dans les années 60, tout est devenu jetable. Même, il fallait changer même de salle à manger, de lit, de tout, etc. Oui, mais alors d'une certaine manière, vous rejoignez presque avec ce que dit Alexandre Delegue, Serge Latouche, puisque vous faites remonter cette obsolescence des objets au 19e siècle. Donc finalement, quand on parle d'objets qui étaient plus solides à l'époque de nos grands-parents, alors disons pour faire simple, la première moitié du 20e siècle, il y avait déjà de toute manière ces interventions de l'industrie manufacturière pour rendre nos produits beaucoup moins durables qu'ils n'auraient dû l'être. À partir du moment où on produit en grande série, il faut vendre. Et comme les débouchés sont limités, quand on ne peut plus exporter, donc il faut renouveler la consommation. Donc on a intérêt effectivement à développer le jetable. Donc le jetable s'est développé à peu près dans tous les domaines. Et une association de consommateurs américains dans les années 30 à qui on demandait mais qu'est-ce qui n'est pas jetable? Finalement, elle répond tout est jetable. Je ne vois qu'un seul objet qui est durable, c'est le piano. Alexandre Delegue, finalement, on pourrait presque dire qu'aujourd'hui, les objets sont aussi obsolètes et aussi peu durables qu'ils l'étaient auparavant, mais que voilà, c'est une sorte de constante de l'activité économique à partir du moment où elle se fait à l'échelle industrielle. Alors, il y a deux aspects. Premièrement, il y a des choses, d'abord, qui aujourd'hui sont beaucoup plus durables qu'elles ne l'étaient auparavant. Par exemple, les voitures, si vous prenez l'âge moyen du parc automobile en France, dans les années 90, c'était à peu près 5 ans et demi. Aujourd'hui, c'est plutôt de l'ordre de 7 ans.
Les voitures aujourd'hui sont plus durables, donc en moyenne, qu'elles ne l'étaient auparavant. En réalité, cette question de la durabilité varie beaucoup en fonction de conditions. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans n'importe quelle production, et que ce soit une production artisanale ou industrielle, ou n'importe laquelle, on doit faire des choix et des compromis. C'est-à-dire qu'on a la durée de vie qui est une qualité désirable, mais on a aussi toute une série d'autres qualités qui sont désirables en même temps. Et malheureusement, on ne peut pas tout avoir. Si je fais quelque chose de très solide, ça risque d'être lourd, par exemple. Donc si je veux faire quelque chose de léger ou d'esthétique, peut-être que je vais devoir perdre sur la solidité. Et résultat, en fonction des époques et des goûts des consommateurs, par exemple, Serge Latouche évoquait le col de chemise jetable, je pense que ce n'est pas un produit qui est extrêmement à la mode aujourd'hui. On a des chemises, donc, on pourrait dire qu'elles sont plus durables que celles de la fin du 19e. Donc en fonction des époques et des contraintes, et de toute une série donc, de facteurs qui sont vraiment liés aux époques, les objets de diverses catégories sont plus ou moins durables. C'est-à-dire que, par exemple, quand on était à une époque où on vivait beaucoup à la campagne, où il y avait des grandes proportions de la population qui vivait dans les campagnes et qui faisait un travail agricole, on a des besoins en solidité des vêtements qui ne sont pas les mêmes que quand on est avec une population urbaine qui va privilégier l'esthétique. Et donc, historiquement, c'est ça qui s'est produit. Mais ça, je répète, ce n'est pas quelque chose qui date de l'ère industrielle, même si l'ère industrielle a largement amplifier les capacités de production et les capacités de maîtrise, parce qu'aujourd'hui, on a un tel savoir technologique qu'on sait énormément de choses sur les produits. Et en tout cas, ça ne part pas, selon vous, Alexandre Delegue, d'une intention du monde de l'économie de rendre forcément les produits moins durables. Je vais vous donner un exemple. Imaginez, on va prendre l'exemple des collants. C'est un exemple que j'avais cité. On va supposer une paire de collants, ça coûte 4 € et ça dure à peu près 2 semaines. D'accord ? Au bout de 2 semaines, c'est bon au bout de 2 semaines, ça ne marche plus. Donc, en gros, on imagine une cliente, elle achète une paire de collants et puis au bout de 2 semaines, elle doit en racheter une autre, etc. Donc, qu'est-ce qu'elle indique à l'entreprise ? Elle dit à l'entreprise qu'elle est prête à payer 104 € par an en collants. Mais maintenant, si vous faites le calcul, pour une entreprise, ça lui coûte peut-être plus cher de faire un collant solide qui durerait 1 an. Mais ça lui coûterait certainement pas autant que de fabriquer 26 collants qu'elle pourrait vendre à sa cliente 100 €. Résultat, pour l'entreprise, faire un seul produit qui dure très longtemps et le vendre cher, c'est beaucoup plus rentable, ça vous fait un taux de profit beaucoup plus élevé, que de faire des tas de produits qu'il va falloir vendre très peu cher. Donc, de ce point de vue-là, la stratégie en elle-même consistant à dire « je vais raccourcir la durée de vie de mes produits, comme ça les gens vont en acheter plus », est une stratégie qui est perdante d'avance, dans la mesure où il suffit qu'un concurrent vienne et dise « moi je vends mes produits plus cher, mais ils durent plus longtemps », pour que ce concurrent soit gagnant. Et ça, ce n'est pas une vue de l'esprit. Par exemple, il n'y a pas longtemps, Arnaud Montebourg, qui se plaignait de ce que les voitures coréennes déferlaient sur le marché français, disait que l'une de leurs pratiques odieuses était qu'elles proposaient 5 ans de garantie sur les voitures contre 1 an pour les autres constructeurs. Donc cette stratégie consistant à dire « mon produit est au même prix que les autres ou un peu plus cher, mais par contre il dure très longtemps », quand la durée de vie est une qualité désirée par les acheteurs, c'est une stratégie qui fonctionne. Mais on va avoir l'occasion sans doute d'en parler. Il y a des tas de situations où la durée de vie n'est pas quelque chose qui est désirable. Et il y a toute une série de raisons qui font que parfois, on n'a pas besoin d'avoir des choses qui soient très durables. Alors on va rester justement sur cet exemple des collants. Ça tombe très bien, Serge Latouche, puisque c'est un exemple que vous utilisez pour nourrir votre argumentation dans votre livre « Bon pour la casse ». Mais alors pas pour dire tout à fait la même chose que ce que vient de nous expliquer Alexandre Delegue. Oui, alors c'est pas des collants, c'est des bas nylons. Bon, les premiers bas nylons, alors ça c'est quelque chose qui est assez bien documenté. Les premiers bas nylons étaient pratiquement inusables. On pouvait même, paraît-il, tracter une voiture avec. Et évidemment, pour les entreprises qui fabriquaient, l'entreprise qui fabriquait les bas nylons, c'était pas, il fallait reproduire. Donc on a demandé, ça a été bien documenté dans les revues spécialisées, on a demandé aux ingénieurs de fragiliser le produit. Et donc les ingénieurs ont dit non, c'est scandaleux, c'est contraire à notre déontologie. Donc il y a eu tout un débat aux États-Unis dans les années 50, des ingénieurs, est-ce que même c'est moral de fragiliser les produits? Et alors les ingénieurs ont été remplacés par les designers qui ont exigé d'avoir des produits nouveaux et des produits plus fragiles. Donc pour les bas nylons, ça a bien marché. Mais peut-être pour qu'ils soient aussi plus confortables et donc que les consommatrices aient davantage envie de les acheter. Alors là,
là, le consommateur est quand même assez largement manipulable. Donc la publicité s'est chargée effectivement de convaincre les consommateurs de ne pas attacher trop d'importance. Vous vous souvenez de cette pub, c'était pour les montres. Vous changez de quelle tonne? Ça marche, effectivement. Il y a des bases anthropologiques, psychologiques qui font que le consommateur peut se valoriser en jetant des produits, même s'ils sont encore susceptibles de durer. Alexandre Delegue. Je pense que si une entreprise aujourd'hui, puisque le nylon est un produit dont la composition chimique est parfaitement connue et qui n'a fait plus l'objet d'aucun brevet, je pense que du coup, il faudrait tout de suite lancer une entreprise qui fait les collants, ces fameux collants inusables qui tractent une voiture des années 50. Je pense qu'elle aurait immédiatement un énorme succès. Je pense que vous allez faire un petit micro-trottoir ou même ne fût-ce qu'un sondage dans les studios de Radio France et demander à vos collègues féminines si elles ont envie d'acheter les collants de leur grand-mère et de se promener dans la rue avec. Je pense qu'elles vous diront que malgré l'argument de la solidité, elles ne seront pas entièrement convaincues. Vous savez, on peut avoir des surprises à Radio France, Alexandre Delegue. Pardon ? Je vous le disais, on peut avoir des surprises dans les couloirs de Radio France. On peut avoir des surprises, mais je pense qu'il y a peu de vos collègues qui ont envie d'avoir des collants qui étaient faits avant tout pour pouvoir résister aux ronces et au travail dans les champs. On n'a pas vraiment défini finalement depuis le début de l'émission. On en parle d'ailleurs assez peu. On n'a pas tellement utilisé cette expression, mais d'obsolescence programmée. Serge Latouche, j'aimerais que vous nous expliquiez tout de même. Alors, qu'est-ce que c'est l'obsolescence programmée ? Et surtout, qu'est-ce qui, selon vous, prouve que cette obsolescence programmée existe vraiment ? Et ensuite, je demanderai à Alexandre Delegue, qu'est-ce qui, selon lui, fait que ça ne peut pas vraiment exister ? Alors, pour parler de l'obsolescence programmée, il faut parler d'abord de l'obsolescence tout court. Obsolescence, c'était d'abord la seule que connaissent d'ailleurs les dictionnaires d'économie, c'est l'obsolescence technique qu'on appelait encore usure morale. C'est le fait qu'un produit soit déclassé, hors d'usage, du fait qu'il y a des techniques nouvelles. La hache de bronze rend obsolète la hache de pierre, ou le train rend obsolète les diligences. Ou le DVD rend obsolète la cassette VHS, pour prendre un exemple peut-être plus récent. Et bon, là-dessus vient une nouvelle forme d'obsolescence qui en fait est vieille comme le monde, c'est la mode. C'est-à-dire qu'un produit passe de mode. Et donc, une année, la mode, c'est les robes longues. L'année suivante, c'est les robes courtes. Et donc, les femmes mettent au rencard leurs robes longues, même si elles ne sont pas usées. Et ça marche très bien. On a eu, dans les siècles, il y avait le style Louis XIII qui remplaçait le style Louis XII, le style Louis XIV qui remplace le style Louis XIII, etc. Petite parenthèse, si vous permettez, ne prenez pas que des exemples par rapport à la façon dont les femmes consomment des produits, des vêtements, parce qu'on va nous le reprocher, et les hommes aussi, suivent la mode et peuvent avoir envie de changer de tenue. Pour les voitures, par exemple, les hommes sont sensibles à des voitures plus puissantes, plus séduisantes, etc. Et alors, effectivement, la troisième forme, l'obsolescence programmée, c'est-à-dire le fait que un objet est prévu pour avoir une défaillance par l'introduction d'un élément faible qui va. Bon, c'est quelque chose de beaucoup plus récent qui est très difficile à prouver parce que les entreprises ne vont pas s'en vanter. Alors il y a quelqu'un, un Allemand qui a travaillé pendant très très longtemps et qui a réussi à prouver véritablement, Helmut Vöge a réussi à prouver donc le plus beau cas d'obsolescence programmée, qui est la conspiration de l'ampoule. Ah oui, alors racontez-nous ça, le cartel des fabricants d'ampoules. Oui, alors c'est le cartel Phoebus qui, en 1924, à Genève, les principaux fabricants d'ampoules se sont réunis et ont décidé de limiter la durée de vie des ampoules à 1000 heures, alors qu'auparavant c'était 2000 heures. Il y a même, comme vous le savez sans doute, à Livermore en Californie, une ampoule qui brûle depuis 1901, qui était fabriquée en 1896. Bon, donc là, c'est un très beau cas. Les autres cas existants, il y a eu en 2003 un commencement d'action, une classe action contre Apple pour son iPod, parce qu'il y avait une batterie qui avait une durée de vie de 18 mois et qu'il fallait changer mais ça n'a même pas été jusqu'au procès, puisqu'il y a eu un compromis, comme ça se passe souvent aux États-Unis. Bon, et donc les cas sont relativement rares. Surtout que, finalement,
si les 3 formes d'obsolescence sont faciles à distinguer en théorie, en pratique, elles se mélangent. C'est-à-dire, l'iPhone 5 est différent de l'iPhone 4. Donc, on peut dire qu'il rend obsolète l'iPhone 4 parce que techniquement, il est supérieur. Il peut aussi être plus beau, designé. Donc, il y a un effet de mode. Donc, l'obsolescence symbolique qui est la mode, l'obsolescence technique qui est liée aux qualités intrinsèques du produit et l'obsolescence programmée qui est due à la volonté des entreprises de renouveler les produits se mélangent, en fait. Et c'est très difficile de dire qu'on a affaire à une obsolescence programmée au sens strict du terme. Sauf que l'obsolescence programmée paraît plus grave, dans la mesure où, comme vous le disiez, elle se fait de manière cachée et qu'on est presque dans le domaine de la conspiration. Alors, est-ce que l'exemple que choisissait Serge Latouche, Alexandre Delegue, de ce cartel des fabricants d'ampoules, d'abord, est-ce que vous le validez d'une certaine manière? Il y a des traces de décisions juridiques qui ont condamné ce cartel. Est-ce que ça permet de dire effectivement, il y a bien eu une forme de conspiration d'industriels, au moins dans ce domaine-là? C'est l'illustration parfaite de ce que le sujet est beaucoup plus compliqué que ce que l'on veut penser. On va prendre le problème de l'ampoule à incandescence, parce qu'aujourd'hui le problème est différent. Une ampoule à incandescence, vous avez un problème physique qui est très simple. Il existe une équation d'optimisation qui vous dit que si vous voulez avoir une certaine luminosité, une certaine durée de vie et une certaine consommation électrique, eh bien, vous avez une règle entre les trois. En d'autres termes, si vous voulez gagner en durée de vie, vous allez devoir perdre sur l'une ou l'autre des deux propriétés. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux, c'est ça? Exactement. Donc c'est un problème d'optimisation. Et ce qui se passait avant 1920, c'est qu'il y avait des tas de fabricants d'ampoules qui tous avaient des standards différents par rapport à cette optimisation. Ce qui posait problème, parce que, et là un problème de base, c'est que vous aviez un lustre avec 4 ampoules différentes, eh bien elles allaient avoir des voltages différents, des caractéristiques différentes. Donc initialement, c'est pour ça que ce cartel Phébus est assez intéressant, initialement ce qui s'est passé, c'est que les constructeurs d'ampoules se sont réunis pour établir des standards. Et ça, les standards, c'est quelque chose qui existe dans toutes les industries. Par exemple, c'est ce qui fait que quand vous avez votre voiture, vous pouvez vous pouvez prendre de l'essence de telle marque ou de telle autre marque, ça marchera toujours. Toutes les essences se mélangent, toutes les huiles se mélangent parce que vous avez des standards. Et donc là, ils se sont mis pour un standard pour que la luminosité soit, la luminosité, la consommation électrique et donc la durée de vie soient les mêmes pour tout le monde. Et en même temps qu'ils ont établi leurs standards, et c'est pour ça qu'il y a eu un procès, ils se sont accessoirement répartis le marché. C'est-à-dire que les entreprises allemandes avaient l'Europe centrale, les entreprises françaises l'Europe du Sud, les Américains étaient tout seuls, etc. Et par la suite, ils ont été condamnés par les lois antitrust américaines sur cette deuxième partie, c'est-à-dire sur le fait qu'ils s'étaient répartis les marchés géographiquement pour pouvoir y faire des prix élevés. Par contre, vous pouvez le lire parce que le procès est en ligne sur Internet, les résultats de la plainte sont en ligne sur Internet et vous pouvez aller les lire. Par contre, il est bien expliqué dans ce procès que sur cet aspect technique de durée de vie, il n'y a pas les arguments techniques donnés par les constructeurs ont été jugés par les juges satisfaisants. Et donc les constructeurs d'ampoules n'ont été à l'époque condamnés que pour leur entente de répartition du marché. Ça, les ententes, c'est quelque chose de vieux comme Hérode aussi. Adam Smith disait bien que quand on met des producteurs ensemble, ils finissent toujours par discuter d'une manière de faire monter le prix au détriment des consommateurs. Mais par contre, sur cet aspect de ce soi-disant aspect selon lequel ils avaient fait exprès de faire une durée de vie plus réduite pour vendre plus, eh bien, là-dessus, ils n'ont pas été condamnés. Donc vous dites, Alexandre Delegue, que dans ce cas-là, en tout cas, il n'y avait pas d'obsolescence programmée telle que l'a définie Serge Latouche. Est-ce que vous considérez que l'obsolescence programmée, de toute manière, n'existe pas, ou, autrement dit, ne peut pas exister parce que, économiquement, elle ne serait pas viable? Dans l'ensemble, c'est une stratégie qui n'est pas viable. Par contre, ce qui est effectivement certain, c'est que les constructeurs connaissent à peu près la durée de vie de leurs produits et que pour toute une série de produits, ils ne se préoccupent guère de fabriquer des produits durables. Ça, c'est vrai. Mais il y a une raison qui est très simple, c'est le fait que les consommateurs ne sont pas désireux d'avoir ce type d'avoir des produits durables. Sur ces catégories-là. Serge Latouche, les consommateurs ne sont pas désireux d'avoir des produits durables. J'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, c'est probable au terme d'un certain processus, parce qu'il y a eu tout il a fallu
il a fallu transformer la mentalité des consommateurs. Même aux États-Unis, où il y avait pourtant une tendance au gaspillage, étant donné l'abondance des ressources naturelles, il y avait aussi une mentalité puritaine. Et les gens voulaient avoir des choses durables et ne voulaient pas renouveler les choses. Donc il a fallu les convaincre qu'il était nécessaire de rejeter les choses. Alors là, sans complexe, les Américains préconisaient officiellement l'obsolescence programmée. Ça a même été théorisé en 1932 par Bernard London, qui disait il faut, pour mettre fin à la crise, il faut planifier l'obsolescence. Et également sans complexe, donc un grand designer, Clifford Brooks Stevens, concevait ces objets. Alors lui, il appelait obsolescence planifiée, en fait, ce que nous appellerions plutôt obsolescence symbolique, c'est-à-dire qu'il faisait des nouveaux modèles tous les ans, en persuadant les gens, par exemple, de grille-pain, qu'il fallait qu'ils achètent un nouveau grille-pain, même si l'ancien n'était pas périmé. Et donc, mais il avait prévu, il voulait prévoir qu'il fallait renouveler tous les ans ou tous les 2 ans. Enfin, c'était. Mais ça répond à une nécessité, Serge Latouche. Vous évoquiez la crise, justement. Il était important, et ça nous ramène aussi à l'époque d'aujourd'hui, que puisse y avoir de la consommation pour que, quand aujourd'hui par exemple on parle de plans sociaux, on est en plein salon mondial de l'automobile et avec le plan social à PSA, donc chez Peugeot, acheter des voitures, c'est soutenir l'économie et c'est soutenir ceux qui fabriquent aussi ces voitures. Donc l'obsolescence programmée ou pas, elle peut avoir du bon, non, pour la bonne marge de l'économie. On en parlait avant l'émission, le film L'homme au complet blanc. L'homme au complet blanc se heurte, parce qu'il a. Alors, il faut dire très rapidement ce que c'est. L'homme au complet blanc. Donc, c'est un film du début des années 50, film britannique avec Alec Guinness dans le rôle principal. C'est un savant qui va inventer un textile inusable et qui ne se salit jamais. Et l'industrie textile va faire en sorte que ce produit ne puisse jamais être commercialisé, parce que sinon, ça leur fera fermer leurs usines et ça mettra au chômage des milliers de salariés. Alors qui, surtout dans la course-poursuite, qui s'attaque à l'ingénieur, ce sont les ouvriers, parce que les ouvriers se sentent menacés de perdre leur job. Donc l'obsolescence, c'est bon pour l'emploi d'une certaine manière. Toutes choses égales d'ailleurs, comme diraient les économistes, dans un système qui a lié la création d'emplois à la croissance continue, il est évident que l'obsolescence programmée, c'est bon pour l'emploi. C'est tellement bon pour l'emploi que pour maintenir à flot l'industrie automobile, on a fait une prime à la casse. Alexandre Delegue, l'obsolescence, ça a aussi des vertus ? Même si on peut sortir du côté obsolescence programmée et de cet aspect conspiration. Mais l'obsolescence, ça permet tout de même de nourrir la machine économique. C'est là aussi une espèce de grande légende selon laquelle on a absolument besoin que les gens achètent fiévreusement toujours la même chose et que s'ils pouvaient en acheter 15, les choses se passeraient mieux. Non, la réalité ne fonctionne pas comme ça. Si vous achetez si vous avez un certain revenu et que vous achetez une chose au lieu de 2, vous avez un revenu qui vous reste et vous allez bien en faire quelque chose. Alors, il y a des situations très particulières, qui sont les situations de crise, dans lesquelles, effectivement, on peut trouver une sorte d'intérêt ponctuel et temporaire à ce qui est des destructions et autre chose. C'est ainsi, par exemple, c'est le célèbre exemple de ce que les États-Unis ne sont réellement sortis de la crise des années 30 que suite au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, qui a conduit, qu'est-ce qui s'est passé en fait avec la Seconde Guerre mondiale ? C'est que psychologiquement, les conditions de la guerre faisaient que toute une série de limites qu'on avait avant avaient été levées, notamment les limites concernant la possibilité de s'endetter, l'endettement public, la politique monétaire, etc. Donc c'est des choses qui sont beaucoup plus macroéconomiques. Mais en réalité, la machine économique, entre guillemets, n'a pas particulièrement besoin de cela. Alors c'est sûr après que quand vous êtes salarié d'un secteur, eh bien, on se dit, mais c'est le même problème qu'il y a avec la mécanisation. Tout ce qui risque d'augmenter la production, tout ce qui risque d'augmenter la productivité peut nuire à un emploi, mais ça n'est pas quelque chose qui est particulièrement nécessaire. On n'a pas besoin particulièrement d'une obsolescence et d'un renouvellement. Imaginez que demain, quelqu'un invente le téléphone portable que vous pouvez avoir, vous l'achetez une fois. Allez, imaginons qu'il vous coûte même 10 000 €, mais vous l'achetez une fois, il va marcher pendant toute votre vie et vous n'aurez jamais besoin de le changer.
automatiquement, peut-être qu'il va mettre toute une série de fabricants sur la paille, mais automatiquement, il y aura tout un tas d'autres gens qui vont profiter de l'invention de ce nouvel appareil pour vous vendre des choses, des applications qui vont être dessus, ou pour vous vendre autre chose en profitant de votre temps économisé. Serge Latouche, vous évoquiez tout à l'heure le poids de la publicité et la façon dont la pub avait pu formater les esprits des consommateurs. Et pourtant, en même temps, dans votre livre, vous parlez de dimensions anthropologiques que l'on retrouve dans toutes les sociétés humaines, à savoir la propension à la dépense, au gaspillage. Ça veut dire que, d'une certaine manière, il y aurait une inclination naturelle de l'être humain à dépenser, à consommer. Et c'est pas seulement la publicité. Comment est-ce qu'on fait dans le projet qui est le vôtre, c'est-à-dire, je rappelle que vous êtes objecteur de croissance, donc vous plaidez et vous œuvrez pour une société de décroissance. Comment est-ce qu'on fait pour modifier ce qui est du ressort de la nature humaine ? Oui, alors il y a effectivement, j'en ai déjà parlé, si ça fonctionne, c'est parce que il y a les conditions pour que ça fonctionne, c'est-à-dire il y a une base anthropologique qui avait bien été mise en évidence au début du XXe siècle, déjà à la fin du XIXe, par Thorstein Veblen dans son livre « La théorie de la classe de loisirs », où il montre qu'il y a une tendance à l'ostentation, les dépenses ostentatoires, on cherche à se valoriser. Alors, dans des sociétés primitives, on va mettre des plumages, on va mettre des bijoux, etc. Donc, c'est une pulsion humaine naturelle mais il y a en même temps aussi la volonté de gens d'avoir des appareils qui sont solides, qui durent et qui sont fiables. Parce qu'il n'y a rien de plus angoissant et stressant que d'avoir un appareil qui tombe en panne au moment où on en a besoin. Vous traversez la France pour aller en vacances et votre voiture tombe en panne. C'est vraiment très, très ennuyeux. Donc, on a les deux. Et la publicité, effectivement, joue en sollicitant les pulsions qui vont dans le sens donc, de la consommation des produits que les publicitaires sont chargés de faire vendre, pour pousser les gens, effectivement, dans ce sens-là. Mais ces pulsions, il faut bien les combattre un minimum, tout de même, pour aller vers une société de décroissance, cette société que vous appelez de vos voeux. Alors, pendant des siècles et des siècles, ce qu'on appelait la civilisation était basée, en fait, sur la discipline. On essayait, par l'éducation, d'éduquer les gens pour limiter les effets destructeurs des pulsions d'avidité, soif de richesse, soif de pouvoir, etc. Ce que Spinoza appelle les passions tristes, et avec un succès relativement limité. À partir du XVIe, XVIIIe siècle, on a complètement renversé la vapeur. Ce qu'on apprend dans les écoles de commerce, greed is good. L'avidité est une bonne chose. Donc allez-y les gars, laissez libre cours à vos passions, sachant que les vices privés font la richesse publique, et donc c'est comme ça que le système va se développer. Sauf que la nature, elle est limitée et que, à l'heure actuelle, on sait qu'on va droit dans le mur. Une société de décroissance, Alexandre Delègue, c'est une option, c'est une piste qui vous paraît intéressante. D'ailleurs, pour être tout à fait complet, quand Serge Latouche parle de décroissance, il appelle ça une société d'abondance frugale. Je trouve d'ailleurs le terme est extrêmement intéressant. Ce que je trouve assez fascinant, c'est que la société marchande, on peut lui faire énormément de reproches, on peut lui reprocher une certaine vulgarité, on peut regretter énormément de choses, mais la société marchande, telle qu'elle s'est développée au 19e et au 20e siècle, telle qu'elle se développe aujourd'hui, a été bien plus capable de satisfaire les aspirations qui sont par exemple celles du mouvement de la décroissance que tout ce qui s'est passé auparavant. Parce que si vous regardez à peu près comment on vit, au début du XXe siècle, on travaillait à peu près 80 heures par semaine. Aujourd'hui, on travaille moitié moins. Si on imaginez ce qui se passerait, et c'était quelque chose qui était d'ailleurs décrit par John Maynard Keynes dans les années 30, imaginez ce qui se passe si on poursuit ces tendances-là encore un siècle. Ça voudrait dire que, si on poursuit par exemple, ça voudrait dire que dans un siècle, nos descendants travailleront une dizaine d'heures par semaine. Ça veut dire que dans le même temps, si on reproduit encore ça, malgré le fait qu'ils travaillent moitié moins, ils gagneront 7 fois plus. Donc vous faites le calcul, vous imaginez ce que serait une vie dans laquelle vous travaillez 10 heures par semaine et vous gagnez 7 fois plus que ce que vous gagnez aujourd'hui. Bien sûr, il y a des choses qui seraient extrêmement différentes. Le type de consommation qu'on a, tout est très différent. Mais toute une série de ces promesses aujourd'hui commencent à être satisfaites, mais y compris d'ailleurs les promesses de durabilité. Par exemple, pour prendre un exemple, le livre de Serge Latouche sort en version papier et aussi en version électronique. Lequel des deux est le plus durable ? C'est la version électronique.
Si ma version papier, je la perds parce qu'elle tombe dans une flaque d'eau et que le bouquin devient illisible, elle est perdue. Par si contre, votre lecteur électronique ou votre ordinateur tombe en panne, il sera perdu aussi, remarquez. Hein. D'un autre côté, avec ce système des serveurs, il suffit d'avoir j'ai un deuxième appareil et hop, le livre revient et même à la page à laquelle j'étais. Les mises à jour, par exemple, les mises à jour d'appareils, si vous avez un smartphone aujourd'hui, vous avez pu constater que les mises à jour sont faites automatiquement, alors qu'avant, il fallait renouveler son appareil, il fallait changer son appareil. Donc en d'autres termes, le grand paradoxe, c'est que, alors qu'on parle énormément d'obsolescence programmée, aujourd'hui, la société marchande permet d'être beaucoup plus frugale, mais cela implique effectivement toute une série de changements. Une personne aujourd'hui qui utilise un lave-vaisselle ou un lave-linge plutôt des années 70 est un criminel contre l'environnement, parce qu'il a un appareil qui consomme des litres et des litres d'eau, des tonnes et énormément d'énergie. Alors qu'aujourd'hui, celui qui jette ce vieil appareil aujourd'hui et qui s'achète un lave-linge maintenant, va avoir un produit qui, grâce à l'électronique, va consommer beaucoup moins. C'est ça aussi que sont les promesses du jetable. C'est que le jetable est la contrepartie d'évolution technique et d'évolution technique qui, paradoxalement, réalise beaucoup mieux le rêve de la décroissance que ne l'ont fait toutes les autres formes d'utopie. Alors Alexandre Delegue nous parlait de l'héritage que nous laisserons à nos descendants. Je ne sais pas s'il y aura des machines à laver ou des téléphones portables. Bonsoir Julie Gacon. Bonsoir. Et pour votre contrepoint ce soir, vous avez choisi de vous intéresser à cette pratique qui était celle des mères à l'égard de leurs filles autrefois. La tradition du trousseau, ce linge de maison qu'on se transmettait entre femmes de la famille avec une préférence marquée pour ce qui était beau et cher car de grande qualité. Alors pour nous qui dormons désormais dans des housses de couette non pas jetables mais suédoises et sans initiales, ça ne veut plus dire grand-chose, sauf pour certaines que la nostalgie des traditions a visiblement rattrapé. Le trousseau ferait son grand retour. Alors il faut voir la tête de leur mère, celle qui s'était affranchie dans les années 60 d'une tradition vieille de 700 ans. Dans certaines familles, leurs filles ont donc recommencé à se reconstituer un trousseau. C'est ce qu'explique Anne Tricot. Elle est conservateur du patrimoine et elle avait travaillé sur cette question dans le cadre d'une exposition organisée au tout début des années 2000 au Musée des Arts et Traditions Populaires. Avant, il y avait des mariages sans trousseau des années 60, on était passé par-dessus toutes ces traditions. Et puis, des jeunes femmes se sont intéressées de nouveau au linge. Les grands-mères leur ont donné des pièces, si bien qu'on a pu parler de trousseau sans mariage. Mais que cherche-t-on dans ce trousseau ? On y cherche un peu une continuité, des valeurs de préservation. Les familles sont différentes aujourd'hui, mais on cherche aussi une continuité dans ce qui était autrefois les maisons de famille, bijoux de famille. Voilà, donc intérêt nouveau pour ces pièces symboliques. Et quand la mémoire familiale est défaillante, quand on ne peut plus transmettre de génération en génération ce trousseau, on le confie à un musée et là c'est l'État qui reprend la mémoire. En fait, le point de départ de l'exposition, c'était un monsieur de Rouen dont la femme avait une mercerie et en fait, elle avait gardé toute la lingerie depuis 100 ans. Donc on avait à la fois une robe de baptême, des voiles de mariée, tout ce qu'on peut garder dans une famille et qu'on gardait plus facilement autrefois où on avait des grands greniers. Et là, il a essayé de voir avec ses enfants qui ont pris quelques petites choses, des dentelles qui étaient jolies. Mais après ça, c'était vraiment un grand volume et il s'est tourné vers l'État pour savoir s'il y avait intérêt pour la conservation de ce patrimoine. Et donc, effectivement, l'État s'est quelque part substitué à une mémoire familiale. Je crois qu'effectivement, on cherche des racines et une société ne peut pas être tout le temps mouvante, bouger. Dans le petit catalogue Pasteur de linge, on cite Saint-Exupéry, Terre des Hommes, avec une lingère qui sort les draps. Et finalement, chaque usure, dit-elle, c'est un petit peu la mémoire familiale qui est en danger. Elle investit dans ce linge toute la tradition de la famille. On peut imaginer aussi que des pièces, que ce soit des bijoux, de l'argenterie, soient un petit peu une perpétuation familiale, de la même façon que les généalogistes vont remonter les arbres généalogique, remonter le temps. Voilà, Anne Tricot qui nous parlait des trousseaux ou l'obsolescence déprogrammée, c'est peut-être comme ça qu'on pourrait l'appeler. Merci beaucoup en tout cas Alexandre Delegue d'avoir participé à cette émission depuis les studios de France Bleu à Armorique, que je salue également. Serge Latouche, bon pour la casse, les déraisons de l'obsolescence programmée, ça vient de paraître au lien qui libère. Vous pourrez réécouter et commenter cette émission sur franceculture.fr, émission durable puisqu'on peut la réécouter pendant 1000 jours.